Le diabète, c'est quelque chose dont tout le monde a déjà entendu parler. C'est une maladie qui peut prendre plusieurs formes différentes et qui touche plus de 4 millions de personnes rien qu'en France. Des diabètes, il en existe de grandes catégories. D'une part, vous avez le diabète sucré, source de problèmes de gestion de votre insuline et donc du taux de sucre dans votre sang. Il peut être de deux types que l'on différencie en fonction de l'origine du problème, soit de type 1, une maladie génétique, soit de type 2, acquise au cours de l'apparition progressive d'une résistance à l'insuline. D'autre part, vous avez le diabète insipide, un peu moins connu du grand public, qui est aussi une maladie génétique et qui elle aussi a pour cause la libération insuffisante d'une hormone, l'ADH. Le terme diabète, c'est un truc qui vient du grec. Parce que oui, on le connaissait déjà pendant l'Antiquité 2000 ans auparavant. À l'époque, le diabète, ça voulait dire couler au travers. Et ce nom faisait complètement sens car dans un cas comme dans l'autre, les personnes diabétiques avaient toutes pour point commun de boire beaucoup et d'uriner beaucoup. Bien plus que des personnes non malades. Sans rentrer dans les détails, peut-être pour une autre vidéo, les malades n'arrivaient pas à correctement garder l'eau dans leur corps. Maintenant, à l'époque, on ne connaissait ni l'insuline ni l'ADH et pourtant il fallait savoir différencier les deux cas car les prises en charge sont différentes. Alors à votre avis, comment on faisait le diagnostic? Indice, c'est dans le nom des diabètes. Oui, on goûtait l'urine des patients. Pour peu qu'il ait bouffé un paquet Schtroumpf à midi, ça fausse les résultats. Moi je suis sûr qu'il y avait des grosses catophiles à l'époque qui devenaient médecins juste pour ça. Les déficitaires en insuline avaient du sucre dans leurs urines, donc on parlait de diabète sucré, tandis que ceux déficitaires en ADH n'en avaient pas. On parlait donc de diabète insipide, insipide voulant dire sans goût. Cette pratique a évidemment disparu de la médecine moderne grâce aux examens urinaires ou à la dextro, mais dites-vous bien que mine de rien, ça marchait. En théorie, on pourrait encore le faire aujourd'hui, et bien sûr on ne le fait pas pour des raisons évidentes. Bon, je pense qu'avec cet exemple, vous avez compris le titre de la vidéo. Laissez-moi vous présenter 3 autres méthodes diagnostiques douteuses que l'on pourrait théoriquement faire en médecine. Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou à vous abonner si ça vous plaît, merci à ceux qui le feront. Faire boire de l'urine aux patients pour diagnostiquer un ulcère. Helicobacter pylori, c'est vraiment une bactérie pas cool. Ce germe est l'un des plus courants de la planète et fait partie des seuls à choisir l'estomac comme lieu de colonisation. Un organe pourtant réputé pour son atmosphère très peu viable, liée notamment à son acidité violente. Les autres seuls germes que l'on y retrouve sont des lactobacilles absolument inoffensives. Helicobacter pylori est le seul qui puisse devenir pathogène et lorsque ça arrive, on ne peut pas dire qu'il fasse dans la dentelle. C'est une souche que l'on garde en général toute la vie en l'absence de traitement, il fait donc partie des infections longue durée que l'on appelle infections chroniques. Certaines toxines qu'elles vont sécréter vont avoir pour effet d'endommager la paroi gastrique, que ce soit directement comme indirectement en détournant l'acidité de l'estomac contre lui-même. Les dommages causés vont être à l'origine de douleurs, de nausées, de vomissements, voire parfois d'hémorragie. Dans les cas les plus avancés, vous avez un ulcère de l'estomac. Non seulement Helicobacter pylori est la principale cause d'ulcère de l'estomac chez l'homme, mais en plus c'est l'une des rares bactéries dont les effets délétères peuvent se compliquer en littéral cancer. On estime que 2 à 3% des ulcères de l'estomac se compliquent en cancer gastrique ou en cancer du duodénum. Bon, avec un schéma pareil, vous comprenez pourquoi il est très important de savoir diagnostiquer un ulcère à Helicobacter pylori. Et pour ça, il y a un truc chez cette bactérie qui pourrait nous intéresser. Lorsqu'elle débarque dans l'estomac, en réalité, elle n'est pas constituée pour résister à son acidité. Pour survivre, elle va produire de l'uréase, une molécule qui va avoir pour effet de lui créer un micro-environnement neutre autour d'elle pour lui permettre de subsister. Sauf que l'uréase, elle a une particularité en rapport avec son nom, elle est capable de transformer de l'urée et d'en rejeter du gaz. Et savez-vous où est-ce qu'on peut facilement trouver de l'urée en grande quantité? Exactement. En théorie, si on faisait boire de l'urine à un patient et qu'il se mettait à rôter du CO2, on serait capable de prouver la présence d'Helicobacter pylori et donc de typer l'ulcère de l'estomac si le patient en a un. Ceci est mon urine. Et vous voulez savoir le plus drôle? Bah c'est comme ça qu'on fait dans la vraie vie. Alors non, on ne fait pas boire de l'urine directement, on donne tout simplement de l'urée pure, marquée au carbone 13 ou au carbone 14. Le reste de l'urine, ça ne servirait à rien, et l'urine, bah c'est pas très ragoûtant et pas très éthique à utiliser. Mais comme dit plus tôt, le rejet de CO2 signerait effectivement la présence de cette bactérie si particulière. Savoir que la cause d'un ulcère est bactérienne permet par la suite d'engager un traitement antibiotique couplé avec un antiacide afin de préserver les patients des complications de l'une des infections les plus courantes de la planète. Diagnostiquer une péritonite en mettant un doigt dans le cul. Quand on regarde l'anatomie du système digestif, on se rend compte que c'est finalement juste un long tube bourrelé qui file dans tous les sens entre la bouche et l'anus. Et quand j'étais petit et que j'assistais au cours de SVT, il m'était venu une question peu ragoûtante, comment est-ce que tout ça pouvait tenir? Je veux dire, quand on bouge, quand on court, quand on danse, quand on se bat, ouais, tous les gosses se battent, arrêtez de mentir. Comment ça se fait que mes intestins ne fassent pas plein de nœuds et s'emberlificotent? Je voyais un peu mes boyaux comme un truc très lâche qui partirait en cacahuète si on venait à me trancher le ventre, exactement comme dans les animés. Sauf
Sauf que non. Rassurez-vous, vos intestins sont très bien maintenus en place. Et ce grâce à un organe que personne ne connaît, le péritoine. Le péritoine, c'est ce que l'on appelle une séreuse. C'est une double couche assez visqueuse qui recouvre tous les intestins et qui se réunit au niveau de plusieurs points d'ancrage. Là, là et là aussi. Des séreuses, on en a deux autres dans notre corps. Le péricarde qui recouvre le cœur et surtout la plèvre qui, elle, recouvre les poumons. Mais le péritoine, c'est le plus fat de tous. En effet, il englobe les intestins, mais aussi l'estomac, le foie, la rate, l'avant des reins, le dessus de la vessie ainsi qu'une partie de l'utérus chez la femme. Toutefois, le rôle du péritoine est très loin de se limiter qu'à la structure. C'est un organe nutritif et évacuatif qui recouvre d'un côté les artères qui alimentent les intestins en nutriments et de l'autre toutes les veines qui les drainent de leurs déchets. Mais le péritoine, c'est aussi, et c'est ça qui nous intéresse, un organe de l'immunité. En cas d'atteinte de celui-ci, on se retrouve avec une inflammation du péritoine, une péritonite. Alors petit cours rapide sur la nomenclature, en général, une maladie qui traduit l'inflammation d'un organe porte le nom du dit organe suivi du suffixe ite. Pharyngite, pancréatite, œsophagite, prostatite, etc. Vous avez compris. La péritonite, c'est encore une fois un truc vraiment pas cool. C'est très douloureux, très handicapant et en général c'est secondaire à la complication d'une autre maladie. Par exemple, une perforation d'un ulcère de l'estomac. Une péritonite enflammée va produire de l'acide, nom que l'on donne à ce liquide inflammatoire qui va rester coincé entre les deux feuillets supposés rester en contact en temps normal. En général, ce liquide, il s'accumule via la gravité au fond du péritoine, dans cette zone que l'on appelle le cul-de-sac de Douglas. Et cette zone, comme l'ensemble du péritoine, elle devient très sensible et douloureuse à la moindre déformation. Bon, maintenant vous le voyez venir, si on effectue un toucher rectal au patient et que celui-ci crie de douleur lorsque l'on touche du doigt le cul-de-sac de Douglas, on est à peu près sûr que celui-ci souffre d'une péritonite. Et vous savez le pire, c'est que cette pratique aurait probablement existé fut un temps dans l'histoire, car on a donné un nom à ce geste, le cri de Douglas. Alors évidemment, même si le toucher rectal reste un geste plutôt courant dans le diagnostic ou le contrôle de certaines pathologies, on ne le fait pas pour rechercher une péritonite. Comme dit plus tôt, il s'agit vraiment de quelque chose de grave, pouvant parfois mener au décès du patient, et des signes cliniques pour le repérer, il y en a des très évidents. Le principal étant la contracture de l'abdomen, le ventre devient dur comme du bois, impossible de s'enfoncer dedans quand on appuie. Ici, le cri de Douglas nous apparaît surtout comme une espèce de blague de mauvais goût concernant cette grave complication capable de tuer encore beaucoup de personnes aujourd'hui. Diagnostiquer un cancer de la prostate en éjaculant sur un papier pH? Bon, ça risque d'être tendu pour la monétisation de cette vidéo, mais on va parler de sperme. Le sperme, tout le monde voit ce que c'est, mais peu de personnes en réalité savent vraiment de quoi c'est composé. Parce que non, ce n'est pas juste des spermatozoïdes dans un peu de gel nutritif. Première chose importante à savoir, le testicule ne produit en réalité que 10 à 20% du sperme total. Cela comprend en effet la totalité des spermatozoïdes qui naissent et maturent le long du tube séminifère. Tiens, et petite claque que je vous offre comme ça, vous savez quelle longueur de tube séminifère un homme possède? 800 mètres par testicule. Bon bref, tout ça pour dire que la majorité des composants du sperme sont en fait produits par deux glandes annexes aux testicules, les glandes séminales et surtout la fameuse prostate. Car oui, pour ceux qui ne savaient pas, la prostate c'est une glande. Et en fait maintenant, c'est super simple finalement d'expliquer le titre de cette partie. Le liquide prostatique est légèrement acide. Quand on le mélange avec les liquides séminales et testiculaires, qui eux sont plutôt basiques, ça nous donne finalement lors de l'éjaculation un sperme complet au pH neutre. Maintenant, en ce qui concerne le cancer de la prostate, la grosse majorité d'entre eux sont ce que l'on appelle des adénocarcinomes. Et un adénocarcinome, c'est quoi? C'est tout simplement un cancer qui prend la forme d'une glande. Ainsi, une prostate atteinte de ce cancer produirait donc plus de liquide dont la proportion serait augmentée dans le sperme total par rapport aux autres. Liquide dont le pH plus bas ferait par conséquent baisser celui du sperme, et vous avez compris pourquoi je parle de papier pH. Bon alors, tout ça c'est rigolo, mais au fond, ça serait la pratique la moins barbare de toutes celles dont j'ai parlé dans cette vidéo. Alors pourquoi on ne le fait pas? Eh bien, à la différence des deux autres cas précédents, en réalité, ce test diagnostique serait un peu nul. Déjà parce que ces valeurs de pH sont variables en fonction des gens et des moments de la vie, ce qui poserait des problèmes du fait d'un écart trop faible entre le pH prostatique et le pH des autres glandes. D'autre part, admettons que vous voyez quand même une différence notable. Qu'est-ce qui vous prouve que le problème vient de la prostate? Ne serait-ce pas la baisse de production d'une autre glande? Pas facile à savoir avec notre pauvre papier pH. Et enfin surtout, s'il y a bel et bien un signe et que ça concerne bel et bien la prostate, c'est que notre cancer, il doit être quand même pas mal avancé. Nous, on recherche à dépister le plus tôt possible pour maximiser les chances de survie. Les vrais diagnostics sont le dosage d'un antigène prostatique, la PSA, et surtout
surtout justement le toucher rectal, qui est le premier geste de dépistage de cette maladie. Le cancer de la prostate est très pris au sérieux chez les organismes de santé. Il s'agit de loin de la première cause de cancer chez l'homme, et sa fréquence très élevée en fait l'un des cancers qui tue le plus chaque année, malgré un pronostic plutôt positif du fait de la qualité des prises en charge et possiblement du dépistage. La médecine reste en bonne voie concernant l'incidence de la mortalité du cancer de la prostate, et peut-être qu'un jour, elle mettra fin à la peur que procure la forme la plus fréquente de ce fléau de l'humanité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous en voulez plus, et si vous avez d'autres idées de gestes diagnostiques douteux, faites-m'en part en commentaire qu'on rigole à mon coup. En tout cas moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, allez bye.